Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver, même si c'est dans le monde virtuel, en attendant des jours meilleurs et de bonnes nouvelles qui ramèneront nos vies à la normale très bientôt. Aujourd'hui, nous allons passer à une nouvelle leçon qui porte sur l'économie financière. Cette séance vient en complément de la séance 3 et 4, si je ne me trompe pas, faite par M. Khlouri. Et au cours de cette séance, je mettrai l'accent tout particulièrement sur deux types de financement. En l'occurrence, le financement externe direct et le financement externe indirect. Mais avant de m'attarder dessus, laissez-moi d'abord vous faire un petit rappel de cours en guise tout simplement d'introduction à mon propos. Pour ce faire, j'aimerais revenir sur la distinction entre trois grandes sphères, à savoir la sphère réelle, la sphère monétaire et la sphère financière. Commençons d'abord par la sphère réelle. Je vous rappelle que la sphère réelle, vous l'avez déjà vue l'année dernière en semestre 2, en module de macroéconomie. Elle regroupe tout simplement l'ensemble des activités de production, d'emploi, d'investissement et de consommation. Autrement dit, la sphère réelle porte sur les échanges marchands des biens et services, évidemment en contrepartie d'une quantité déterminée de monnaie. Cela englobe le marché des biens et services, où les agents économiques échangent des biens et services marchands, bien évidemment, mais également le marché de travail, où les ménages offrent aux entreprises leur force de travail en contrepartie d'une rémunération appelée salaire. Vous l'aurez compris, la sphère réelle englobe ou regroupe le marché des biens et services et celui de travail. Qu'en est-il de la sphère monétaire? La sphère monétaire, quant à elle, représente les flux monétaires dans les échanges, mais également porte sur les mécanismes de création monétaire et ceux de sa mise en circulation et son contrôle. Tout ça, bien entendu, en tenant compte des objectifs que les autorités monétaires se fixent pour atteindre le taux de croissance escompté, pour maîtriser l'inflation, pour baisser le chômage et au final, pour atténuer le déficit de la balance de paiement, évidemment s'il est déficitaire, sinon améliorer les performances déjà enregistrées au cas où ces dernières est excédentaire. Arrivons maintenant à la sphère financière qui constitue le socle de ce deuxième chapitre. Si la sphère réelle porte sur les échanges marchands des biens et services, et si la sphère monétaire porte sur tout ce qui a trait à la monnaie et au mécanisme de sa création, la sphère financière, quant à elle, porte plutôt sur les dettes et les créances. Et je souligne dettes et créances. De manière plus explicite, elle repose sur un système financier permettant aux agents économiques qui épargnent, que nous allons désormais appeler agents économiques à capacité de financement, de transférer leurs fonds vers les agents économiques qui souhaitent emprunter, globalement, parce que leurs dépenses dépassent leurs revenus. Et ici, on parle des agents économiques à besoin de financement. Pour mettre en relief tout ça, je vous donne un petit exemple. Imaginons un agent économique qui a l'idée de concrétiser un projet. De manière globale, pour financer son projet, deux possibilités pourraient s'offrir à lui. Soit il a assez épargné pour financer son projet, et à ce moment-là, on parle d'une capacité d'autofinancement, c'est-à-dire qu'il va lui-même financer son projet avec ses propres moyens ou avec tout simplement son épargne, sans le besoin de recourir à une tierce personne. Et dans ce premier cas de figure, on parle d'un financement interne. Soit le cas inverse, c'est-à-dire que son épargne est insuffisante, et à ce moment-là, il est contraint de faire appel à un financement externe, tout simplement parce que ses dépenses sont largement supérieures à son revenu. Quand il s'agit d'un financement externe, la première manière de relier les agents à capacité de financement et ceux à besoin de financement est appelée finance indirecte ou finance intermédiaire. Vous pouvez l'appeler comme bon vous semble. Évidemment, j'ai choisi de commencer par la finance indirecte car c'est celle que vous connaissez le plus, ou du moins qui est la plus simple à expliquer, on va le dire comme ça. Elle est représentée dans le schéma suivant. Il faut dire que c'est un schéma qui se rapproche beaucoup du circuit économique, vous pouvez bien le voir. D'ailleurs, c'est un peu la même logique, vous allez voir ça.
Alors, je commence à commenter le schéma. Sur ce schéma, vous avez un certain nombre de secteurs institutionnels et donc sont considérés comme prêteurs de manière générale les ménages et comme emprunteurs les entreprises ou l'État. Bon, vous allez me dire que même les ménages investissent et peuvent être considérés comme emprunteurs. L'achat par exemple, ou l'achat d'un logement pourrait en être un exemple emblématique. Oui, vous avez tout à fait raison, sauf que, d'un point de vue macroéconomique, l'investissement réalisé par les entreprises est de manière globale plus conséquent et plus important que celui réalisé par les ménages. D'accord ? Donc voilà, alors je reviens à mon schéma, je disais que, oui, alors au milieu, vous avez un intermédiaire financier entre les agents à capacité de financement et entre les agents à besoin de financement. Alors cet intermédiaire est en particulier généralement une banque. Alors quand on recourt à un financement externe indirect, les agents économiques qui ont un besoin de financement, à savoir les emprunteurs qui sont à ma gauche, vont obtenir des fonds nécessaires pour financer leur projet en s'adressant à un intermédiaire financier qui est au milieu. Cet intermédiaire financier, quant à lui, collecte les fonds auprès des agents économiques à capacité de financement, en l'occurrence les prêteurs, qui sont à ma droite, et va donc transformer leur dépôt en crédit et par conséquent consentir les prêts souhaités aux emprunteurs. Vous l'aurez certainement remarqué, dans la finance indirecte, la banque joue le rôle d'une plaque tournante entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Son principal rôle, je tiens à le repréciser, consiste tout simplement à acheminer des fonds entre les épargnants et les investisseurs. Pour cela, cette intermédiation financière peut prendre deux formes. La première forme est appelée placement monétaire. Qu'est-ce que c'est qu'un placement monétaire ? Alors le placement monétaire, dans le cas d'un placement monétaire, l'acte initial correspond à un crédit. Et dans ce cas, ce sont les crédits qui font les dépôts. Autrement dit, les banques créent de la monnaie en accordant des crédits et ce sont ces crédits-là qui entraînent les dépôts dans les banques. Donc c'est ce que vous avez déjà vu en semestre 3, là je vous apprends rien du tout. Quand on parle d'un placement monétaire, ça veut tout simplement dire que la banque crée de la monnaie du néant. C'est une création ex nihilo. Les crédits accordés par les banques aux agents à besoin de financement sont à l'origine d'une création monétaire. Par contre, pour le placement non monétaire, l'acte initial correspond à un dépôt. Vous l'aurez compris, c'est l'inverse du placement monétaire. Et dans ce cas, ce sont les dépôts qui font le crédit. Rassurez-vous, c'est loin de ressembler à l'énigme de la poule et de l'œuf. C'est beaucoup plus simple que ça. Je vous explique. Imaginons un agent a besoin de financement qui se rend dans sa banque pour demander un crédit éventuellement afin de financer son projet. La banque lui accorde en utilisant l'épargne placée par les épargnants. Cette épargne va être redistribuée et finalement l'agent a besoin de financement en question obtiendra le financement dont il a besoin sans pour autant que la banque ait besoin de créer de la nouvelle monnaie. Donc ce n'est qu'une simple transformation des dépôts en crédit, c'est-à-dire c'est une transformation d'une quantité de monnaie qui est déjà imputée dans la masse monétaire, qui est déjà prise en considération, qui circule déjà dans l'économie, contrairement au placement monétaire qui engendre l'accroissement de la masse monétaire. Alors, techniquement, comment se fait cette transformation ? Pour mettre en exergue le mécanisme du placement non monétaire, nous allons reprendre le schéma de tout à l'heure. Et dans ce schéma, l'intermédiaire financier, comme je vous ai déjà dit, qui est généralement la banque, va d'abord collecter des fonds auprès des placeurs. En contrepartie, ces derniers vont obtenir l'ouverture de comptes de dépôt auprès de l'intermédiaire financier et ce dernier va transformer ses actifs monétaires secondaires
peu liquides qui sont détenus par les placeurs en actifs monétaires primaires liquides demandés par les emprunteurs. Aïe, ça fait beaucoup. Je vais y aller mollo et je vous explique. D'abord, je vous rappelle qu'un actif monétaire regroupe la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets plus les pièces, et la monnaie scripturale, en l'occurrence les dépôts. Il faut dire que les actifs monétaires de nature primaire sont toujours liquides. Cela me renvoie à vous expliquer de prime abord ce que c'est qu'un actif liquide. Alors, un actif est liquide lorsqu'il est transformé facilement et immédiatement en actif réel. Ça veut dire quoi un actif réel? Ça veut dire tout simplement un bien ou un service, sans coût et sans délai. Je vous donne un exemple de rien du tout. Supposons que vous souhaitez acheter un livre. Comment allez-vous régler votre achat? La réponse la plus prosaïque est que vous allez régler votre achat en espèces. Donc, les billets de banque se présentent comme les actifs les plus liquides, car ils vous permettent d'acquérir immédiatement et instantanément tous les biens et services dont vous avez besoin, suivi des dépôts qui sont moins liquides si on les compare avec le cash ou avec les billets de banque, dans la mesure où vous êtes obligé de passer par un instrument de paiement qui permet de faire circuler cette monnaie scripturale, telle que la carte bancaire, le chèque et j'en passe, pour que vous puissiez utiliser votre monnaie déposée chez votre banquier, et encore faut-il que le vendeur accepte de se faire payer de la sorte. Donc je ferme ce long aparté et je reviens à mon schéma. Donc pour résumer, l'intermédiaire financier, il va faire quoi? Il va transformer les actifs monétaires secondaires qui sont peu liquides. Pourquoi est-ce qu'ils sont peu liquides? Parce que tout simplement, le prêteur ou le placeur ne cherche pas à les transformer en actifs réels. C'est pour cela qu'ils sont qualifiés dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, comme étant peu liquides. Je disais que l'intermédiaire financier va les transformer en actifs monétaires primaires, cette fois-ci liquides, lorsqu'ils seraient demandés par les emprunteurs pour des fins d'investissement. Donc ça, c'est en ce qui concerne le placement non monétaire en interprétant de droite vers la gauche. Maintenant, nous allons faire notre commentaire, mais cette fois-ci de gauche vers la droite. Alors, dans ce deuxième cas de figure, la banque ou l'intermédiaire financier, c'est le deuxième schéma, c'est le schéma en bas. Donc, dans ce deuxième cas de figure, la banque ou l'intermédiaire financier va transformer les actifs, cette fois-ci financiers, primaires peu liquides, qui sont émis par les emprunteurs en actifs financiers secondaires liquides grâce au dépôt des épargnants, c'est-à-dire qui seraient demandés par les épargnants ou par les placeurs. Voyez-vous qu'ici, un actif financier de nature primaire est peu liquide, c'est-à-dire au moment de son émission, un actif financier, un titre, c'est-à-dire quand je dis un actif financier, c'est un titre tout simplement, est peu liquide. La question qu'on devrait se poser, quand deviendra-t-il liquide? Eh bien, il deviendra liquide lorsqu'il est demandé par un agent à capacité de financement. Au début, c'est un actif qui est peu liquide, c'est un actif primaire peu liquide. Il deviendra liquide à partir du moment où il sera demandé par un placeur. Lorsqu'il sera demandé par un agent économique à capacité de financement, c'est-à-dire lorsque ce prêteur, lorsque ce placeur se propose d'acheter ce titre ou cet actif financier, c'est à ce moment-là qu'il devient liquide. Alors, ce qui fait que la liquidité d'un actif financier dépend du degré de sa transformation en monnaie. Tout à l'heure, je vous ai dit que la liquidité d'un actif monétaire dépend du degré de sa transformation en actif réel, c'est-à-dire la facilité de l'utiliser pour acheter un bien ou un service. Par contre, pour l'actif financier, sa liquidité dépend de sa facilité à être transformée en monnaie.
Faites attention, il s'agit de deux choses qui sont différentes comme je viens de l'expliquer. Un actif monétaire englobe les billets et les dépôts. Les actifs monétaires primaires sont toujours liquides et les actifs monétaires secondaires sont toujours peu liquides. Quant aux actifs financiers, ils regroupent quoi? Ils regroupent tout simplement toutes sortes de titres. Donc je ne vais pas entrer dans le détail parce que ce n'est pas le propos. Vous allez voir les différents titres du moment qu'on va entamer la partie du cours qui s'intéresse au marché de capitaux. Là, on va vous dire justement les différents titres, les titres négociables, les titres qui ne sont pas négociables et tout ça. Alors, les actifs financiers primaires sont peu liquides et les actifs financiers secondaires sont liquides. Ah, j'ai oublié de vous donner la définition d'un titre. Qu'est-ce que c'est qu'un titre? Un titre, c'est un actif financier qui matérialise l'engagement d'un agent à besoin de financement, c'est-à-dire l'emprunteur dans notre cas, envers l'agent à capacité de financement, à savoir le prêteur. Ce qu'il faudrait également savoir, c'est que lorsque le prêteur place son argent, et pour que son placement puisse porter ses fruits, il faudrait qu'il se pose la question sur les critères à prendre en compte pour rentabiliser son argent. C'est très important. Pour répondre à cette question, partons d'un esprit champétérien selon lequel le prêteur ou l'agent économique de manière générale cherche toujours à maximiser son intérêt. Pour maximiser son intérêt et prendre les bonnes décisions, le prêteur cherche toujours à ce que son placement réunisse trois critères. Ces trois critères sont appelés signes de valeur. Alors, le premier critère est appelé est le critère de solvabilité. Alors, ce premier critère mesure la capacité potentielle d'une banque ou d'un emprunteur de manière globale à rembourser ses dettes sur une durée déterminée, ou en d'autres termes, le prêteur doit chercher un placement sûr de sorte à pouvoir récupérer son argent même si par exemple la banque fait faillite. Le deuxième critère, c'est la liquidité. C'est un critère très souvent marginalisé par les prêteurs, mais qui revêt une importance capitale. Il correspond à la possibilité pour le placeur de récupérer son argent quand il le souhaite sans effet majeur sur le prix. Le troisième critère et le dernier est la rentabilité. Alors la rentabilité correspond tout simplement à la récupération d'argent majorée par les intérêts. Voilà donc l'essentiel de la finance indirecte. Ce que j'aimerais également rajouter est que l'économie caractérisée par la prédominance de la finance indirecte est appelée économie d'endettement. C'est-à-dire que les agents économiques recourent massivement au financement bancaire justement dans l'économie en question. Une seconde manière de relier les prêteurs et les emprunteurs est appelée finance directe. Dans ce deuxième cas de figure, les emprunteurs obtiennent le financement dont ils ont besoin directement auprès des prêteurs. Leur relation s'opère de manière générale sur un marché qui est appelé un marché financier. Pour comprendre ce que cette finance directe met en jeu, je vous invite à revenir à notre schéma de tout à l'heure, afin tout simplement de voir la nuance qui existe entre la finance directe et la finance indirecte. Je vous rappelle que les agents à capacité de financement qui épargnent et qui peuvent prêter sont représentés à droite, et ceux à besoin de financement qui souhaitent emprunter sont indiqués à gauche. Attention à ne pas s'en mêler les pinceaux et confondre la finance directe et la finance indirecte. Car dans ce schéma, vous avez, que ce soit pour la finance directe ou pour la finance indirecte, les prêteurs et les emprunteurs sont liés par un intermédiaire. On va le dire comme ça, mais sachez qu'il s'agit de deux logiques complètement différentes. Dans le cas de la finance intermédiaire ou dans le cas de la finance indirecte, la banque collecte des fonds auprès des épargnants et les transforme tout simplement en crédit dont vont profiter les emprunteurs. Et donc finalement,
les emprunteurs ne connaissent pas les prêteurs. Autrement dit, la rencontre directe ne s'est pas faite entre les prêteurs et les emprunteurs. La banque fait l'interface entre les deux agents, ceux à capacité de financement et ceux à besoin de financement. Ça, en ce qui concerne la finance indirecte. Alors, voyons maintenant ce qui se passe dans la finance directe. Dans la finance directe ou des intermédiaires, les agents à besoin de financement peuvent directement, je dis bien directement, obtenir le financement qu'ils cherchent auprès des épargnants, c'est-à-dire auprès des agents à capacité de financement, grâce à la confrontation directe entre eux sur le marché financier. Donc, c'est vrai que cette confrontation, cette mise en relation est facilitée par un intermédiaire qui est appelé intermédiaire de marché ou courtier. Certes, cette intermédiation ne transforme en aucun cas les caractéristiques techniques de l'actif échangé, comme ce qui est le cas dans la finance indirecte qu'on a vu tout à l'heure. On parle plutôt d'une intermédiation financière de bilan dans le cas de la finance indirecte. En revanche, dans le cas de la finance directe, l'intermédiaire de marché a pour mission de mettre en relation, c'est-à-dire d'assurer cette confrontation entre les agents à capacité de financement et ceux à besoin de financement, de les conseiller, de négocier, de proposer des prix abordables à leur clientèle en contrepartie, bien évidemment, d'une commission sur le service rendu. Maintenant, la question qui pourrait nous interpeller est de savoir comment les agents à besoin de financement peuvent-ils se financer sur le marché financier. Pour obtenir le financement souhaité, les agents à besoin de financement, à savoir les emprunteurs, vont émettre des titres. Je vous rappelle, même si je l'ai déjà expliqué, que les titres sont des actifs d'une valeur nominale qui matérialisent l'engagement d'un investisseur envers l'épargnant qui a déjà acheté ces titres. Alors, comment ces titres sont-ils émis? Les titres sont d'abord émis sur le marché primaire ou le marché du neuf. C'est le compartiment du marché financier où les titres sont proposés pour la première fois. Et étant donné que sur le marché secondaire, tout se traite et tout se négocie, seuls les titres négociables sont échangés sur le marché secondaire, appelé également marché de l'occasion. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que l'un des traits les plus saillants du marché secondaire est qu'il assure la liquidité et la mobilité de l'épargne. Alors, nous avons dit que la finance directe est une logique de financement qui repose sur l'émission des titres par les investisseurs et leur vente aux épargnants. Il faut savoir que les titres englobent plusieurs formes d'actifs financiers. À titre d'exemple, les bons de trésor, les bons de trésorerie, les certificats de dépôt et j'en passe. Comme je l'ai déjà dit, nous allons revenir sur l'explication détaillée, sur l'explication en bonne et due forme de l'ensemble de ces titres, une fois arrivé à la leçon qui porte sur les marchés de capitaux. Donc j'ai dit que justement les titres portent sur l'ensemble de ces actifs financiers, mais également peuvent porter sur les valeurs mobilières. Alors qu'est-ce que c'est que les valeurs mobilières? Une valeur mobilière tout simplement peut être définie comme un titre négociable, émis et échangé sur un marché financier, représentatif d'une créance, et à ce moment-là on parle d'une obligation, ou d'un droit de propriété, et à ce moment-là on parle d'une action. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien tout simplement, une action est un titre de propriété négociable. C'est une fraction de capital d'une société qui pourrait avoir plusieurs formes juridiques. La forme la plus connue, c'est la société anonyme, mais également les sociétés par action simplifiée ou encore sociétés en commandite par action. Alors, ce titre de propriété négociable confère à son détenteur un certain nombre de droits. Le premier droit est appelé un droit administratif ou droit de regard et de contrôle sur la gestion. C'est-à-dire que l'associé peut prendre part au vote concernant les décisions à prendre au sein de la société. Un deuxième droit, c'est le droit financier. En d'autres termes, l'associé possède le droit à une partie des bénéfices distribués et donc peut percevoir des dividendes. Finalement, le dernier droit, ou le troisième droit,
c'est le droit patrimonial qui revient tout simplement à dire que l'associé a le droit à une partie de l'actif net si, par exemple, la société est liquidée. Et donc finalement, quand un agent à capacité de financement décide d'acheter une action, cela revient à faire l'acquisition d'une partie de cette entreprise et d'en être associé. Et en contrepartie de cet investissement, l'entreprise verse à l'agent économique à capacité de financement une partie de ses bénéfices annuels sous forme de dividendes. La deuxième forme des valeurs mobilières est appelée obligation. Une obligation, c'est quoi? Une obligation, c'est une fraction cette fois-ci d'un emprunt. Cet emprunt peut être émis soit par une entreprise privée, soit par l'État, soit par une administration publique ou encore une collectivité territoriale. Quand un agent à capacité de financement décide d'acheter une obligation, il prête de l'argent à l'organisme émetteur, comme je viens de le dire, qui peut être soit l'État, soit l'entreprise, etc. Donc une obligation est un titre de créance qui matérialise quoi? Qui matérialise l'engagement contractuel par lequel l'emprunteur s'engage à payer au détenteur de l'obligation des versements généralement fixes sous forme d'intérêts, le plus souvent par le biais d'un coupon. Un coupon veut dire tout simplement les intérêts rapportés par cette obligation. Donc nous avons dit que les obligations sont rémunérées par les intérêts. Ces intérêts sont versés le plus souvent annuellement jusqu'à une certaine date appelée maturité. La maturité, c'est quoi? La maturité, c'est la date où le dernier versement est effectué. Certaines obligations ont une maturité inférieure à 1 an. Ici, on parle des obligations à court terme. D'autres, leur maturité varie de 1 an jusqu'à 10 ans. Ce sont des obligations à moyen terme. Les obligations à long terme, leur maturité dépasse 10 ans. La particularité des obligations, si on les compare aux actions, c'est quoi? Leur particularité, c'est qu'ils sont d'abord moins risqués. Un épargnant qui prête son argent à un emprunteur, qui peut être l'État, une entreprise, une administration publique et j'en passe, est en droit d'attendre le remboursement de cette dette puisque la rémunération d'une obligation est contractuelle. Même au cas où l'emprunteur, par exemple, fait faillite, le prêteur est assuré de pouvoir récupérer son argent, ce qui n'est pas le cas pour les actions, par exemple. Le détenteur d'une action ne garantit en aucun cas de recevoir un dividende et la récupération de ces dividendes dépend tout simplement d'abord de la santé de l'entreprise et ensuite du résultat net dégagé la fin d'année. C'est vrai que le risque et la détention des obligations est moindre, c'est-à-dire quand vous dirigez vers les obligations, c'est-à-dire que vous prenez moins de risques, toutefois leur rentabilité l'est aussi. Il faut savoir que la rentabilité et la prise de risque sont intimement liées. Lorsqu'un agent se dirige vers des actifs risqués, on dit qu'il est riscophile, c'est-à-dire qu'il a cet amour pour le risque, il sait pertinemment que plus il prend le risque, plus la rentabilité espérée est énorme. Mais la probabilité d'en perdre est également fort possible. Évidemment, celui qui a une aversion au risque ou un agent qui est riscophobe préférera ou optera pour un placement plus sûr. Évidemment, ce n'est pas une règle générale, il faut le dire, mais c'était pour moi l'occasion tout simplement de comparer les actions et les obligations en tenant compte tout simplement de la prise de risque. Voilà donc, notre séance touche à sa fin. Merci de votre attention. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la séance prochaine.